Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir dans un entretien en tête-à-tête le docteur Karim Knight Ouslimane, universitaire, écrivain. Karim Knight Ouslimane, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamaldine, merci pour cette gentille invitation. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, en guise d'introduction, parce que j'ai votre roman ici, un roman qui tient presque de l'essai en même temps, hein, à force de vouloir... Nous allons parler un peu avant d'attaquer le... C'est comme si l'analyste, l'expert en lecture politique, prenait le pas un peu sur l'écrivain, mais un écrivain qui ne perd jamais pied, puisqu'il garde le cap du roman, de ce qu'il décrit, mais il y a souvent comme un mélange des genres entre la politique et la littérature. C'est absolument passionnant, et je vais me permettre de lire un extrait pour donner, comment dire, un avant-goût de cette saveur douce-amère de la narration, de ce rythme presque haletant, hein, qui est là après ce gibier qu'il veut débusquer, si je peux dire. Alors, je vais me permettre de lire, donc, fatal, en plein thorax, plusieurs fois, la lame plongée, plusieurs fois plongée, le couteau jusqu'à la garde, jusqu'au bout, tant de coups nets, la douleur et les cris, un long râle, la nuit éventrée, les rires et les querelles d'enfance éventrés, tout, éventrés les anniversaires, les courses en vélo, les châteaux de sable, les bonbons, éventrés, déchirés, emportés, disparus, dissous dans un ciel de ténèbres infinies, parce qu'il le fallait, le supprimer, parce qu'il le fallait, parce que c'était écrit ou à écrire en lettres de sang sur ce pavé ou sur un champ perdu, quelque part dans le ciel des idéaux trahis, des lumières ou des ténèbres, à cause d'une insulte, de quelques mots de travers, ou peut-être à cause de ce premier pas, celui de ce soldat débarqué 2 siècles plus tôt, ou de cette valise qui avait devancé le cercueil du dernier pied noir reparti 1 siècle plus tard, vers l'autre rive, d'où tout avait commencé, ou peut-être à cause de ce pas manqué du dernier des justes, qui n'avait pas eu le temps de parler, qui n'avait pas pu dire la vérité, toute la vérité interdite, proscrite, depuis le premier jour, depuis toujours, cette malédiction originelle qu'on se refile de père en fils, depuis Abel, le premier, jusqu'à celui-ci, le dernier des hommes, pécheur accablé par la honte, par la faute, les fautes, toutes accumulées, se rajoutant les unes aux autres, les unes sur les autres, pour former ce fait, celui qu'on traîne, qu'on se passe de génération en génération, de plus en plus lourd, de plus en plus inféquent, depuis ce crime tragique, l'originel, jusqu'à ce bras levé, abattu. Oui, vas-y, tue-le. Tu es dans ton droit. Tue-le, Abel, fais-le comme jadis l'avait fait ce fantassin, le premier débarqué de sa lignée sur les côtes de Sidi Faraj, avec ce régiment de colons, oui, de colons, Abel, de colons, mon amour. Plante-le, ce couteau, plante-le dans cette chair innocente, puisque nul ne pourra plus jamais l'être, ne l'a jamais été, innocent, plante-le dans le cœur de Thomas. Oui, Thomas l'ami, Thomas l'ennemi, Thomas l'innocent, comme Abel, le premier Algérien à tomber, innocent aussi, sur les côtes de Sidi Faraj. Merci Karim pour cette belle verve, hein, j'allais dire,
haletante, passionnée. Nous allons parler un peu du livre, si vous permettez. Et merci pour cette lecture expressive, comme on dit. Vous y avez mis beaucoup de vous. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir de redécouvrir mon texte à travers votre voix et cette belle lecture. Merci. Merci. Mais Karim, nous allons aborder ce problème, j'allais dire, ce dilemme, ce mystère quasiment des relations entre l'Algérie et la France qui n'arrivent pas à s'apaiser, qui n'arrivent pas à se débarrasser de leur vieille harde, de leur vieille rancune, de leur vieille rancœur. Je crois que vous avez une lecture que vous pourriez nous livrer sur ça. Mais à travers votre roman, quel a été votre véritable objectif, en même temps littéraire que politique, que d'expertise, j'allais dire, universitaire? Oui, alors, pour les connaisseurs de la littérature, évidemment, le titre « Extinction du domaine de la lutte » déjà rappelle le titre d'un roman célèbre de Michel Houellebecq, « Extension du domaine de la lutte ». Et ce livre n'est pas une réponse directe, mais il s'inscrit dans le cadre du débat sur ce qui se passe, sur cette réflexion un peu philosophique sur le devenir de l'homme moderne, dans le cadre du néolibéralisme. Mais à cela, moi, j'ai ajouté une réflexion aussi sur cette histoire commune entre l'Algérie et la France, parce que l'histoire est située géographiquement, spatialement, à côté du château de Rambouillet, donc en France. Et les protagonistes du roman sont notamment Gabriel, qui est un fonctionnaire, un cadre un peu désabusé, un personnage entre parenthèses un peu houellebecquien, et Nedjma, donc une émigrée, son amie, très chère et très proche de lui, qui est une émigrée algérienne, avec tout ce que symbolise et tout ce que rappelle le prénom Nedjma pour les Algériens. Et donc c'est l'histoire d'une rencontre entre deux personnes, deux personnages, deux univers différents, très très différents, deux visions du monde. Et donc à travers la rencontre de ces deux personnages, l'histoire commence avec la scène que vous avez lue. C'est une scène dans laquelle Gabriel, en se promenant le soir, il assiste à un crime. En fait, il voit le fils de Nedjma, de son ami proche Nedjma, assassiner un jeune Thomas qui auparavant l'avait insulté racialement. Donc il y a eu une dispute sous tension, avec une tension un peu raciale qui s'est terminée par raciste, voilà, et on revient, qui se termine par toujours, on revient dans la littérature à ce crime, le crime du couteau, de l'Algérien qui poignarde. Mais cet événement est, comme vous venez de le dire, est un peu sublimé parce qu'on découvre en fait que derrière le bras qui plante, il y a toute une histoire, sans chercher à la justifier, ni même à la comprendre un peu dans la littérature, parce que la littérature ne cherche pas à donner du sens forcément. C'est une manière de la voir et de la revoir, de la revivre avec toute la profondeur, toute la complexité que cela implique. Et après, à partir de ce, on va dire, de ce moment déclencheur du roman, toute une histoire démarre. Il y a l'histoire des personnages, le côté intrigue du roman, mais en même temps, les personnages se font aussi rattraper par la grande histoire. Et le dernier mot du livre, si vous tournez jusqu'à la dernière page, vous allez voir que ça se termine sur une phrase, c'est « le droit du sol ». Ils se font rattraper par le droit de la terre. Et après, on va laisser le public découvrir le roman dans le détail. Mais évidemment, la question de la mémoire partagée, du passé partagé, et donc forcément, pour moi, du devenir et de l'avenir partagé, on aura le temps d'en parler, entre la France et l'Algérie, évidemment, elle est au cœur de ce récit. Mais justement, Karim, c'est cette impression, très justement, que j'ai eue en lisant à peu près le quart. C'est cette remontée
quasi présente, quasi omniprésente, quasi étouffante, d'une mémoire inconditionnée. C'est comme si elle remontait malgré nous. Qu'on le veuille ou non, dès qu'on est dans ce cadre de relation entre les gens de ce pays et les gens de l'autre, c'est comme si dans une sorte de cauchemar qui agite ses mémoires, ses souffrances, et que c'est comme une remontée. Absolument. C'est comme une pourquoi est-ce que vous usez de cet ancrage presque forcené, presque inconditionné, comme si ce n'était pas de votre volonté, Ouais. de vouloir à chaque fois mettre cette mémoire douloureuse à l'avant? Parce que c'est notre situation. Nous y retrouvons, c'est une sorte de déterminisme historique, c'est quelque chose que nous avons en commun, qu'on doit comprendre, qu'on doit lire, qu'on doit écrire, réécrire, mais dont on ne peut pas se débarrasser. On ne peut pas faire les choses à la va-vite. Alors je vois ceux qui commentent l'actualité entre l'Algérie et la France, qui est toujours très très importante à chaque fois. En ce moment, c'est le blocage total. Je vois les commentateurs toujours user d'une terminologie technique, comme si le problème entre l'Algérie et la France serait uniquement de nature diplomatique, par exemple, ou il y en a certains qui parlent des perspectives économiques, d'un changement de cap d'Alger, d'un changement de cap de Paris. On aurait pu faire mieux économiquement. Alors que ce qui lie l'Algérie et la France, le peuple algérien et le peuple français, c'est de l'ordre de la mémoire. Et quand on parle de mémoire, on parle de l'existence. C'est quelque chose d'existentiel. Et d'ailleurs, même politiquement, le meilleur moyen peut-être de décrire et de comprendre la crise diplomatique entre l'Algérie et la France, c'est par les moyens de la littérature, c'est par les outils de la littérature et non pas ceux de la science politique, par exemple. Et d'ailleurs, on regarde à chaque fois que ça se refroidit, ça se réchauffe derrière. Et puis ça se refroidit encore. Ça se refroidit encore. Parfois, il y a des rapprochements, parfois, il y a des ruptures. Pourquoi ? Parce que la colonisation, par-delà son aspect événement, c'est quelque chose qui a marqué les deux peuples profondément, dans leur mémoire, mais dans la mémoire de leur mémoire, en fait. Elle est transmise de génération en génération. Et c'est pour ça que la crise actuelle entre Alger et Paris, elle est de l'ordre du psychologique auquel on accède uniquement par la littérature. Je vous donne un exemple. Quand on observe de l'extérieur ce qui se passe en ce moment entre Alger et Paris, on est déjà frappé par une chose. C'est que, en fait, ce sont deux sociétés en crise. On se trompe si on considère que la France est un pays développé, qui n'a pas de problème, et que l'Algérie lui colle. Ou que l'Algérie est un pays en voie de développement, un pays émergent, qui veut se séparer d'anciennes puissances coloniales. On se trompe d'aborder les choses de cette manière. D'abord, ce sont deux sociétés en crise, mais deux crises de nature différente. Ce sont deux peuples actuellement qui sont liés par la crise, et c'est pour ça que le passé ressurgit à chaque fois. Alors, du côté algérien, on le comprend, à mon avis, plus facilement parce que ça a été beaucoup analysé, exposé, étudié. C'est ce qu'on peut résumer par ce qu'on pourrait appeler la rente mémorielle. C'est le jargon consacré. C'est-à-dire que après l'indépendance, le roman national algérien, le pouvoir algérien, pour se donner une certaine légitimité, s'est construit sur un sentiment, enseigné même dans les écoles, on va dire anti-France primaire.
Oui, mais c'est aller vite en besogne. Parce que si ça est vrai, qu'est-ce qui expliquerait actuellement la quasi-présence quotidienne de l'Algérien dans le paysage médiatique français? Y compris littéraire. Y compris littéraire. En effet, vous avez bien raison. Et en réalité, ce qui explique ça, c'est que la France aussi, actuellement, est une société en crise. Alors, Karim, je me permets de vous interrompre. Allez-y. Je dois juste poursuivre sur ça parce que j'ai décrit le problème qui se pose du côté algérien, mais ce qui se pose aussi actuellement en France, c'est une construction d'un certain récit qui se fait sur le même que le discours anti-français primaire en Algérie, qui est en France une sorte de anti-Algérie, anti-algérien primaire, qu'on pourrait comprendre très facilement à travers, d'ailleurs c'est un penseur français, à travers les travaux par exemple d'un certain Reny Gérard sur le bouc émissaire. C'est-à-dire que comme la société française elle est en crise de sens, et comme elle traverse une période où le récit national français se trouve en crise en ce moment, d'où la résurgence par exemple des questions liées à l'identité, comme cette société, avec ses moyens internes, elle n'arrive pas à produire des réponses. Elle n'arrive pas à produire des réponses parce que c'est une société, on va dire, civilisationnellement essoufflée. C'est ce qu'on appelle la crise de la postmodernité. En Algérie, on a une crise prémoderne, de la prémodernité. On a un État qui veut accéder, une société qui veut accéder à la modernité. Et en France, on a une société qui est usée par la modernité. Et donc, à l'intérieur de cette société, comme j'ai dit, un peu fatiguée, où le français cherche du sens, à produire du sens, eh bien, comme on ne trouve pas de sens, on met en scène la figure de l'émigré, et si vous avez remarqué, de l'Algérien, parce qu'on ne concentre pas les mêmes lumières. Et de plus en plus sur le Tunisien ou le Marocain, par exemple, on les concentre sur l'Algérien. Pourquoi ? Parce que l'Algérien, c'est le bouc émissaire idéal auquel on pourrait faire porter pas mal de choses pour éviter de répondre aux véritables questions qui se posent. Et c'est pour ça qu'on a en face une relation de deux sociétés en crise. On a deux crises qui se rencontrent. Ben justement, c'était un peu l'objet de la question que je voulais vous poser. Oui. Et qui procède un peu de la fin de l'histoire. Ça veut dire que je devrais vous poser cette question à la fin de l'entretien. D'accord. Mais je vais vous la poser au début. Quoi faire ? D'abord, sachant que, là je vais étayer un peu mon propos, sachant que, d'un côté, puisque vous parlez de mémoire, que selon vous, c'est la mémoire Absolument. qui est le socle de tout ça. Sur lequel on a tout construit. Tout ce qui est venu se construire sur ce problème de mémoire. Le problème est que c'est à double sens. Comme vous l'avez vous-même dit, ça veut dire que du côté France, par exemple, qui parle de fonds de commerce mémoriels utilisés par le régime algérien, etc., en France, ils ne sont pas mieux lotis. Ah, bien sûr. Puisque c'est sur ce fonds mémoriel que se construisent les élections en France. Absolument. Maintenant. Oui, c'est ce que Maintenant, je si décris. vous voulez avoir la majorité Voilà. au Parlement, c'est sur ce fonds, principalement, s'il n'y a pas que ça. Ouais. Si vous voulez être président de la République sur ce fonds, vous avez vu, comment sûr. il s'appelle l'ex-ministre de l'Intérieur Rotaillot. Retailleau, qui en quelques semaines est devenu le héros national d'une certaine droite et de l'extrême Tout à droite. fait, oui. Mais de l'autre côté, il y a aussi l'exploitation de ce fonds mémoriel qui procède de l'autre versant, mais pas nationaliste, c'est opportuniste. Oui. Ça veut dire que c'est un système qui est en train d'user de ce fonds mémoriel pour battre le rappel des troupes, j'allais dire, chauffées à blanc par un récit absolument partiel. Comment faire d'abord pour que les deux sociétés puissent se saisir de cette question et, côté algérien, pouvoir enfin faire leur catharsis
pouvoir enfin aller vers une thérapie collective, pouvoir enfin rendre justice à ceux qui ont été broyés, eux, leurs familles, leurs pays, qui ont été bannis en Nouvelle-Calédonie. Je passe sur les souffrances. Mais il y a autre chose. Je m'excuse d'être aussi long. Allez-y, allez-y. Il y a autre chose. Il n'y a pas que l'occupation française. Il faut aller au bout de nous-mêmes, faire notre catharsis et reconstruire notre récit national sur toutes les occupations que nous avons subies et que nous charrions aujourd'hui dans nos gènes. Vous avez vu les Algériens comme ils sont colériques, comme ils sont tout le temps énervés, comment ils crient quand ils parlent. C'est parce qu'ils portent en eux un problème qui n'a jamais été réglé, qui n'a jamais été soldé. Donc comment faire sur ce plan-là? Mais comment faire aussi, Karim Naïtou Slimane, pour arracher des mains scélérates, notamment les médias, des deux parties, très opportunistes l'une et l'autre, comment leur enlever cette prise de guerre, j'allais dire, sur le dos de la souffrance des deux peuples, parce que le peuple français aussi a souffert. Ouais. 1 million de pieds noirs qui ont été déracinés, qui sont nés dans ce pays à la 4e génération, qui pensaient que c'était le leur, et qui sont partis d'une façon absolument... Mais là, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Et comment faire pour arracher ce fonds de commerce mémoriel et le confier, entre autres, aux chercheurs, à l'université, aux acteurs sociaux, aux médias vraiment intègres qui ne se font pas manipuler, et je passe sur tout le reste. Alors, merci pour cette question déjà qui est très pertinente, elle est très complexe en même temps, mais elle est très pertinente. Et pour répondre à cette question, on doit d'abord, à mon avis, partir du bon pied. Vous m'avez posé la question, vous m'avez dit pourquoi cette mémoire pose problème? Pourquoi? Alors, pour tenter de formuler une réponse, et c'est ce que j'essaye de faire dans mon livre, même si la littérature, ce sont des contemplations, on ne prétend pas à un sens, ce qu'il faut comprendre dès le départ, c'est que la mémoire n'est pas le problème. La mémoire est la solution. Et j'arrive, je vais détailler. La mémoire commune n'est pas un problème. La mémoire, elle sera la solution. Ce qui est problématique, c'est l'avenir de Meldin. C'est pour ça qu'il faut insister, il faut absolument contextualiser ce problème France-Algérie dans son véritable contexte de deux sociétés en crise, pour ne pas dire malades, de deux sociétés en crise. Mais il faut comprendre les crises parce qu'elles ne sont pas de même nature. Vous m'avez dit qu'en Algérie, c'est vrai qu'on voit une jeunesse pleine d'énergie, des gens qui crient, qui se bousculent. C'est tout à fait normal. C'est l'état d'esprit de la société post-moderne. Nous sommes une société qui a une crise de rareté. Nous n'avons pas, par exemple, suffisamment... C'est la crise du manque. Pas de logement, pas suffisamment de logements, pas suffisamment de routes, pas suffisamment d'hôpitaux, pas suffisamment de voitures, maintenant pas suffisamment même de pièces de rechange. On ne va pas aller dans le détail. Pas suffisamment de liberté, pas suffisamment de droit, liberté, pas suffisamment de droit, de beauté, pas suffisamment voilà, de... c'est ça. Donc, on a ce qu'on appelle la crise d'une société de la rareté qui est caractérisée par le manque. En France, on a une société qui a un autre type de crise qui est l'inverse de notre crise, qui est ce qu'on appelle la crise de l'abondance, le trop-plein. Et on a un homme européen ou français qui est fatigué par la consommation. Il cherche du sens, parce que les voitures, il en a 2 ou 3. Les logements, il y en a. Les hôpitaux, il y en a. Les libertés, il y en a à tel point qu'ils sont arrivés au point d'inventer d'autres droits auxquels personne ne s'y attendait à un certain moment. C'est ce qu'on appelle la crise du sens de la société post-moderne. Donc il faut, cette question de la mémoire, il faut la poser dans son cadre, le contexte. Deux sociétés en crise. Et ce qui exacerbe ces tensions, ce n'est pas le passé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est la peur de l'avenir.
Parce qu'en Algérie... Le grand remplacement et tout Voilà, ça Oui, parle par exemple. d'avenir. Ce sont des choses qu'on va situer à l'avenir. Pourquoi? Parce que l'homme français, si on regarde la société française, mais ça s'applique même à toute l'Europe, à tout le monde occidental, mais restons sur la France. Le problème qu'on voit aujourd'hui dans la société française, c'est que le jeune Français, lorsqu'il regarde ses parents, il sait très bien qu'il ne pourra pas avoir la carrière qu'ils ont eue. L'avenir ne le rassure pas. L'avenir est quelque chose qui fait peur à l'homme occidental. Déjà, la vie, elle s'est dégradée, le niveau de vie se dégrade de plus en plus. Les assurances, et je parle de l'assurance d'un point de vue vraiment psychologique, les garanties, tout ce qui rassure, les repères, d'un point de vue repère. Le monde change très rapidement, l'entourage change. Et on a un homme qui cherche du sens et qui a du mal à le trouver. Prenez par exemple, ne serait-ce que le marché du travail. Toute la société, si on prend la société française, qui ont en mémoire commune les 30 Glorieuses, c'est une formation ou un diplôme ou un poste de travail dans une usine ou une carrière, des acquis, une retraite. Actuellement, quand on aborde le marché du travail, pour les jeunes diplômés par exemple, et même pour les non-diplômés, ben non, on a des carrières fragmentées. Un mois ici, un an là, une alternance de 2 ans, un stage, un CDD, un CDI qu'on peut rompre. Donc c'est l'avenir qui fait peur. Et évidemment, sur ça, vous avez des politiques qui viennent et qui travaillent sur ce que j'ai décrit tout à l'heure, sur ce qu'on appelle le bouc émissaire. C'est-à-dire, à défaut d'apporter des réponses sur ces questions angoissantes de l'avenir, on propose la figure de l'Algérien ou d'un autre. En Algérie, c'est pareil aussi. Ce qui fait peur aux Algériens, ça n'est pas le passé, c'est l'avenir. Et quand cet avenir est, j'ai perdu le terme, cet avenir est mis, il est mis en doute, en incertitude complète, il est gagé, c'est un avenir gagé par un pouvoir qui manque de légitimité et plus que ça, qui manque de vision, eh bien ça crée toutes sortes d'angoisses dans une société qui sort de la colonisation. Il ne faut pas oublier que la société algérienne est une société post-indépendance. Et il ne faut pas oublier aussi que dans l'imaginaire collectif algérien, l'indépendance a été, ça c'est dur à comprendre, mais l'indépendance a été presque aussi brutale que la colonisation. C'est une indépendance qui s'est faite dans la crise. Les Algériens vivent toujours, jusqu'à présent, les Algériens vivent en 1962. Tout s'est arrêté depuis 1962. Pourquoi? Parce que le projet de la libération nationale n'a pas pensé la société. Ça a été interdit. L'Algérie a été libérée. C'est pas qu'il ne l'a pas pensé. Ceux qui l'ont pensé et qui pensaient continuer la lutte après l'indépendance ont été éliminés, écartés, effacés de la mémoire. Oui, mais même à l'intérieur du mouvement national, leurs voix ont été minorées dès le départ. On voit très bien. Après, ça se comprend. Conjoncturellement, ça se comprend. Évidemment, à l'époque, la France était une puissance coloniale absolument redoutable, et donc le FLN devait se débrouiller, opérationnellement parlant. Mais le fait d'avoir réussi le coup c'est quelque chose de grandiose quand même, de libérer l'Algérie, c'est quelque chose de brutal, intellectuellement. On se retrouve avec une Algérie libérée, mais le projet de l'homme algérien, de la société algérienne n'a pas suivi. Ce qui fait que, depuis 1962 jusqu'à nos jours, on voit que l'angoisse monte à mesure que la légitimité du pouvoir baisse. L'angoisse monte à mesure que la vision de l'avenir qui est proposée aux Algériens s'obscurcit. À tel point que, et c'est pour ça que je vous dis le passé n'est pas le problème, à tel point que la jeunesse algérienne trouve comme alternative au pouvoir algérien l'ancienne puissance coloniale. Les Algériens, il faut comprendre, c'est quelque chose de brutal, de colossal, que les gens évitent. C'est l'éléphant qu'on a en plein salon, dont personne ne parle. Comment expliquer qu'en 2026,
les petits-fils des Moudjahidines, les jeunes Algériens, pour espérer avoir un avenir, viennent en France. C'est quelque chose... La Méditerranée... parfois au péril de leur vie. Au péril de leur vie, et on a des milliers qui sont au fond de l'eau. Donc vous voyez la contradiction qu'il y a entre les deux sociétés. Et alors, si vous voulez, on parle un peu solution, parce que pour arriver à la solution, il faut faire le bon diagnostic. Avant qu'on arrive à la solution, retenez bien ce que vous alliez dire, parce que c'est très important. Je voulais rajouter un peu de matière à votre analyse. En France, par exemple, en ce moment, il y a vraiment une exécration des deux côtés qui montent. D'un côté immigrés, si on peut dire comme ça, alors que la plupart sont des franco-algériens, des franco-marocains. D'un côté, c'est de la frustration à l'état pur, qui considèrent que les 30 glorieuses auxquelles ont participé leurs parents de façon très forte ont été l'occasion pour le pouvoir français de les ghettoiser, de mettre la misère avec la misère, dans de mêmes cités, où la maman ne parle même plus la langue maternelle de ses enfants, puisque la langue maternelle de ses enfants, c'est dans la rue. Quand le papa partait à 5 heures du matin au chantier, elle qui arrivait du pays, qui ne parlait pas français, ses enfants qui parlaient le français de la rue, ils sont nés dans des conditions atroces, psychologiquement parlant. Mais il n'y a pas que ça. On les a ghettoisés, on les regardait de travers. Moi, je me rappelle, je suis assez vieux. À l'époque, les immigrés rasaient les murs. Ils n'avaient qu'un seul mot dans la bouche tout le temps. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour madame. Ils étaient terrorisés, ils étaient minorés. Et de l'autre côté, le français ordinaire était vraiment dominant dans son regard même. L'image de ces populations était pas très loin j'allais dire, des esclaves de l'Amérique du Nord. Hein, si je me permets cette simplification, ce raccourci. Mais maintenant, les choses ont changé. Ces gens qui sont nés dans les quartiers, comme on dit maintenant. Maintenant, ils disent les quartiers, il faut comprendre que c'est les quartiers défavorisés. Tout à fait. D'abord, d'un côté, il y a l'émergence d'une très forte élite à laquelle personne ne s'attendait. Des enseignants à l'université, des médecins, y compris des médecins qui ont été ramenés une fois leur diplôme obtenu dans leur pays respectif. Ouais. Des ingénieurs, des banquiers, des journalistes, des hommes d'affaires. C'est incompréhensible pour le Français moyen qui avait une vision un peu rigide sur la situation. De l'autre, il faut dire ça aussi les choses, et je m'arrêterai là. De l'autre, il y a le Français moyen, celui qui parle aujourd'hui, celui à qui on parle aujourd'hui de grand remplacement, qui est dans une sorte, pardonnez-moi l'expression, de racisme de légitime défense. Parce qu'il considère qu'on lui a volé son pays, qu'on lui a volé son cadre de vie, qu'on lui a volé douce France dans laquelle il a poussé un certain moment. Et qu'il ne veut même pas savoir que ces gens-là soient dans leurs droits ou pas, que ces gens-là aient été injustement relégués au bagne social de la banlieue. Moi, ce n'est pas mon problème, moi je ne leur ai rien fait, moi je ne les ai pas colonisés. Mais celui qui paye aujourd'hui, c'est moi, le Français moyen. Dans les transports publics, dans le civisme, dans la façon d'être et de vivre, dans cet islamisme, j'allais dire, envahissant. Non pas envahissant comme veulent le présenter certaines droites, envahissant sur le plan de la vision. Les attributs vestimentaires, les prières dans les rues, et je passe sur tout le reste et je ne veux pas exagérer. Donc, voilà ce que je voulais rajouter à la matière dont vous êtes en train de parler pour vous voir peut-être nous apporter des réponses adéquates sur le constat. Oui, et tout le livre, en fait, se tisse, parce que dans ce livre, à un certain moment, il y a un incendie de la mosquée, à un certain moment, c'est un véritable incendie qui a réellement lieu. À un certain moment, je me suis inspiré d'un fait divers.
Vous avez le personnage Gabriel, c'est un personnage qui observe, qui suit les choses, qui hésite à faire un pas à chaque fois. Et puis l'histoire se développe, il y a le racisme ordinaire de tous les jours. À la fin, donc la crise sociale est là. Il y a aussi les gilets jaunes à un certain moment. Ce que vous avez dit est tellement vrai que ça nous permet vraiment de poser donc, le contexte de ce que je disais au départ. C'est que la crise franco-algérienne ne se fait pas sur du vide. Sur du politico-politique. Voilà, elle n'est pas politico-politique, elle n'est pas diplomatique. Il y a une France prospère ne traiterait pas de l'Algérie de cette manière. Une Algérie prospère ne traiterait pas la France de cette manière. Le problème qui se pose, c'est que nous avons deux sociétés en crise, et en crise profonde. Parce que les jeunes des quartiers dont vous parlez, ce sont des Français, même s'ils sont issus de l'immigration. Oui. Donc les problèmes qui sont liés à ça, ce sont aussi les problèmes de la France. Mais d'un autre côté aussi, certains sont binationaux, leurs parents sont algériens. Certaines choses sont aussi, on va dire, dopées par la présence d'émigrés, de véritables émigrés algériens parmi, et après il y a tous ceux du Maghreb. Mais on reste sur les Algériens puisqu'on parle de l'Algérie. Donc ce problème aussi est un problème de l'Algérie. On est bien d'accord. Donc vous voyez, nous nous retrouvons à l'intersection des problèmes de deux sociétés en crise. Et c'est pour ça qu'en France, on parle de grands remplacements, mais en réalité, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un grand déclassement, quand on observe bien. Et même sur le changement qu'on voit dans la démographie, par exemple au niveau des populations, les changements visibles que certains critiquent, quand on les analyse en profondeur, on voit qu'ils sont liés à d'autres. Ce sont les conséquences, comme j'ai dit, d'une crise plus profonde. C'est la crise du sens. Le problème de l'immigration cache le problème de la démographie. Regardez par exemple en Italie. Vous avez un pouvoir, Meloni, un pouvoir d'extrême droite, qui s'est fait élire sur un programme de lutte contre l'immigration et qui régularise 400 000 émigrés dès son arrivée au pouvoir et qui vient de déclarer, il y a quelques jours, qu'elle est en train d'étudier un plan pour octroyer presque 1 million de visas de travail. Un pouvoir d'extrême droite. L'Espagne est en train d'aller dans la même direction. L'Espagne est en train d'aller dans la même direction. Et je vais vous dire quelque chose qui va être choquant. Dans quelques années, la France va, donc, bien sûr, elle sera obligée d'aller. C'est évident. Pourquoi ? Parce que derrière la crise de l'immigration, il y a la crise démographique. Et la crise démographique est une crise de sens. Il y a une crise de sens. Et c'est quelque chose qui va finir par nous rattraper. Mais comme nous sommes toujours dans une société du manque, évidemment, c'est retardé. Mais le problème, c'est que maintenant... Vous voulez dire que nous aussi, on aura bientôt un problème de démographie? Bien sûr. Si ça continue comme ça, oui. Quand les jeunes couples, actuellement, déjà se marient moins que nos parents, qui, eux, déjà se mariaient moins que nos grands-parents. Oui. Les couples en Algérie se séparent plus que nos parents, qui, eux, se séparaient déjà plus que nos grands-parents. Et font moins d'enfants. Et font moins d'enfants, j'arrive, c'est ça. Et surtout, font moins d'enfants. Moi, je viens d'une famille avec 5 gosses. On ne voit plus ça. Mais mon père vient d'une famille avec 10 ou 12. Et là, on se retrouve avec des couples avec 1 ou 2 enfants. Grand max 3. Oui. Et dans quelques années, et ce qu'on constate aussi quand on observe la société algérienne en ce moment, c'est qu'il y a de moins en moins de mariages. Donc, la crise du sens va nous rattraper aussi, même nous. Donc, puisqu'on a deux sociétés qui sont en crise, on va vers les évidences. Ce qui est évident, c'est la mémoire. C'est très facile d'encaisser et de passer à la caisse. C'est pour ça que les politiques ne doivent pas gérer les questions de la mémoire. Parce qu'un politicien, c'est un politicien. Qui doit les gérer, ou alors qui doit s'imposer, ou qui doit émerger? Ouais, on arrive sur ça. Donc, un politicien, c'est un politicien. Il ne peut pas s'empêcher de faire ça. Un politicien veut arriver au pouvoir.
On ne peut pas reprocher à un politicien d'instrumentaliser des causes. Un politicien, il peut instrumentaliser la religion, il peut instrumentaliser les populations, il peut instrumentaliser la mémoire, l'économie, voire la santé, voire le climat. L'essentiel, c'est d'arriver au pouvoir. Mais dans le cadre des deux pays, ce qu'il nous faut, c'est, et c'est sur ça que je travaille, c'est ce que j'ai jeté comme piste dans mon roman, et c'est sur quoi je travaille même universitairement sur ma thèse, quand j'ai travaillé sur Mohamed Dib, sur Gilles Deleuze. D'ailleurs, j'ai écouté Abdel Houari faire un brillant hommage à votre œuvre lors de la présentation de votre livre. Comme seul un ami peut le faire. Oui, comme seul un ami et un sociologue de haut vol. Absolument, oui. Et d'ailleurs, je le dis, le Houari Adib vient de publier aujourd'hui, donc 4 février, dès aujourd'hui, son dernier livre est disponible. J'espère qu'il aura le temps, que vous auriez l'occasion de l'inviter pour en parler. Plaisir. Mais je l'annonce parce que c'est un livre qui m'a marqué. C'est un livre Retour sur Kant. Et c'est un livre très important. D'accord. C'est vraiment la naissance de la modernité. Donc ça complète ce que je suis en train de dire. Et donc pour nous, pour la crise, on va dire franco-algérienne, à mon sens, ce qu'il faut faire, c'est de revenir aux trajectoires. C'est de revenir aux trajectoires individuelles. Il ne faut pas attendre... Comment ça, individuel? J'arrive. Il ne faut pas attendre la solution du politique. Il faut que de la société, des milieux universitaires, intellectuels, émergent les solutions pour les politiques. Le politique, des initiatives. Absolument. Et quand j'ai dit revenir aux trajectoires, c'est revenir à l'humain. Parce qu'on a 4 millions, on n'a pas les chiffres exacts, mais on a 4 millions, certains disent 2 millions, mais on a entre 2 à 4 millions de franco-algériens. Ce sont des franco-algériens, c'est-à-dire des binationaux. C'est autant de trajectoires, de choses qui unissent ces deux peuples. Ce n'est pas plutôt utopique? Non, c'est pas de utopique. Prendre toute la masse des franco-algériens, de les considérer comme des initiatives potentielles individuelles. Oui, mais ce qui est intéressant justement en littérature et en philosophie, c'est quand on parle d'individus, on n'est pas obligé de prendre tout le monde. Une trajectoire peut parfois donner la réponse à des millions. En Algérie, par exemple, il suffit d'enseigner l'histoire de Odin, de travailler sur Odin. C'est une trajectoire, Odin. Et comment? Ça va nous donner une histoire. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que si on parle de l'expérience, on peut aller vers quelque chose de tabou dont personne ne parle. Et je vais le dire, je me permets en tant que... Comme littéraire, on ne va pas me juger, je parle en tant que littéraire, pas en tant que politique, ni analyste politique. La France a besoin de l'Algérie, l'Algérie a besoin de la France. Oui. En France, ce qui menace le modèle français, ça n'a jamais été l'Algérie. Il suffit de chercher, il suffit d'aller vers De Gaulle. Oui, il faut aller vers De Gaulle ou vers le socialiste, comment il s'appelle, celui qui est resté de mandat, Mitterrand, pour comprendre que le grand remplacement, et ils sont en train de le comprendre maintenant à la dure avec Trump, c'est le modèle libéral. Ce qui s'oppose au modèle français, c'est le modèle libéral, néolibéral américain. Tous les acquis, enfin, tous les privilèges, on va dire, tous les privilèges de la France en Algérie, je vais parler de l'Algérie, je ne vais pas parler de l'Afrique, je ne vais pas parler au nom des Africains, en Algérie, sont en train d'être accaparés par les États-Unis, la Russie, les Chinois, la Chine. Donc la France est en train de perdre. Pour l'Algérie aussi, les privilèges qu'ont eu ou qu'ont toujours les Algériens en France sont en train d'être perdus par la montée du discours anti-algérien primaire. Oui. Et même sur le plan économique, ce qui manque à la France se trouve en Algérie. Ce qui manque à l'Algérie se trouve en France. Et c'est là que la mémoire, pour revenir à ce que je disais au départ, c'est là que la mémoire peut être une solution et non pas un problème. Parce qu'à travers les trajectoires, quand j'ai parlé de rencontres, de trajectoires, la trajectoire, c'est ce qui est possible.
c'est ce qui est humainement possible. C'est en travaillant sur ça à Jamaldine qu'on peut apporter nous-mêmes des solutions aux politiques. Il ne faut pas qu'on attende des solutions de quelqu'un. Comment faire naître de façon concrète? Par exemple... Comment faire naître de telles initiatives? Par exemple, à mon humble niveau, par exemple, par la parole. Rien que la parole. La parole est un acte de résistance. On voit en Algérie une tendance anti-français, une tendance vers l'anglicisation. Oui. Est-ce qu'on s'est posé la question si les Américains seraient mieux que les Français? C'est une corde dans l'arc du régime algérien pour faire chanter la francophonie. Mais c'est ce que j'ai dit. En fait, il faut qu'on se déterritorialise, il faut qu'on sorte des territoires imaginaires parce que nous sommes les prisonniers de notre langage, de notre terminologie. Le devoir des intellectuels en France et en Algérie, c'est d'inventer un autre langage pour parler de cette relation. Mais qui doit inventer? Parce que si vous comptez pas les sur le régime algérien d'un côté, sur le pouvoir français, ça va rester... Ce sont nous autres. Comment Par quelle voie et par quels moyens? Je vous le dis, par exemple, pour moi, à mon niveau, c'est par la voie de la littérature. D'accord. C'est par la voie de la littérature. Oui. Mais je ne me désalgérianise pas quand j'écris en français. La question étant très urgente. Ouais. Elle est très urgente. Absolument. La situation de l'Algérie et de la France est très urgente. Ouais. À plus forte raison qu'il y a, comme vous l'avez si bien dit, à peu près 2 à 4 millions de franco-algériens. Tout à fait. Ouais. Qui ne s'impliquent pas encore dans ce qui les concerne, mais ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder, oui. Comment faire pour essayer de trouver des fondements, des bases pour construire une vraie relation, rassurer ceux qui ont peur, demander aux uns et aux autres de faire des efforts chacun comme il peut et aller vers le positif, vers l'objectif, vers le meilleur plutôt que vers le pire. Comment? Je vous l'ai dit, c'est par la sortie individuelle, mais une sortie individuelle peut influencer par la suite des milliers de la trajectoire tracée par les deux pouvoirs. Aller à la rencontre de l'autre. Est-ce que vous avez vous-même une initiative dans ce sens, puisque vous vivez en France, vous enseignez dans une université française, vos enfants sont nés ici, votre avenir est ici. Est-ce que vous n'avez pas pensé vous-même à fonder, à initier une initiative qui puisse rallier à vous, à votre initiative, beaucoup de gens des deux côtés, autant des Français que des Français algériens, que des Français marocains, que des Français tunisiens. C'est très bien pour structurer la chose, je ne l'ai pas fait pour le structurer, mais évidemment, dans ma vie quotidienne, évidemment en tant qu'enseignant à l'université, en tant qu'écrivain, en tant qu'habitant d'une commune française, tout en étant algérien, évidemment, je vis au plus près des Français, des Marocains, des Tunisiens, des Maliens, de tous ceux avec qui je travaille. Et évidemment, je travaille quotidiennement sur ce lien. Et laissez-moi vous dire une chose, je n'ai jamais rencontré de problème au niveau personnel. Aucun. Et même, je vais vous dire une chose, ça je vous fais une confidence. Une fois, vraiment au travail, je suis tombé sur quelqu'un du Front National. C'était à l'époque, il était encore vivant, Jean-Marie Le Pen. Et donc j'ai compris très vite qu'il était du Front National. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, vous êtes du Front National? C'était un de vos étudiants? Non, c'était un collègue. Ah, d'accord. Je lui ai dit, vous êtes du Front National? Il me dit oui. Je lui ai dit, très bien. Et on a commencé à parler. On a parlé, et au bout d'un certain moment, j'ai vu son visage changer. J'ai vu son visage changer, Jamaldine. Oui. Il a découvert autre chose. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que même s'il avait un certain niveau d'éducation, mais il était prisonnier d'un certain langage. À un certain moment, il croyait réellement que nous avions des projets idéologiques, par exemple. Et quand on a échangé, on est revenu à cet universalisme humain, à cette langue commune, c'est la langue de la douleur et de la souffrance, et de l'espérance aussi. Et ça s'est bien terminé. Après, on est resté en relation. Il a compris pas mal de choses. Moi aussi, j'ai compris ses craintes parce qu'on avait vraiment bien échangé. Et après, il est remonté contre les Américains à fond.
Voilà. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que... De la discussion, comme on dit, jaillit la lumière. Bien sûr, et surtout de l'humain, du faire. Vous voyez, la littérature, moi, c'est pour ça, même si je milite politiquement pour la démocratisation de l'Algérie, mais mon âme est littéraire. Et oui. Je m'excuse de vous interrompre. Nous arrivons à la fin de l'émission, enfin à la fin de l'entretien. Je vous en remercie énormément, vous nous avez beaucoup apporté. Mais avant de nous quitter, je vais vous demander de nous dire votre explication sur un terme très à la mode en ce moment en France. Je dirais plutôt un oxymore. Ouais. Un oxymore, hein, l'islamo-gauchisme. Oui, l'islamo-gauchisme, c'est un terme qui a été développé par des idéologues de l'extrême droite. C'est pour justement décrédibiliser tous ceux dont la tradition intellectuelle universitaire de la gauche française de l'altérité, c'est-à-dire du rapport à l'autre, de l'amitié avec les peuples du Sud, par exemple. Et comme maintenant, pour nous, le Sud est réduit à l'islam, donc on a évidemment le raccourci très rapide entre l'islam, le musulman, les islamistes, donc ça va très vite. Donc ils ont inventé ça pour empêcher justement cette relation avec l'autre qui passe par une compréhension, relation à l'autre, ouais, pas cette jonction à l'autre. Non, cette relation à l'autre, c'est l'altérité, c'est-à-dire sortir de l'altérité, de se voir comme étant toujours l'opposé de l'autre, et d'aller plutôt vers la recherche d'un langage commun. Ce langage n'est pas la langue en elle-même comme dictionnaire, c'est ce qui se trouve sur les périphéries des langues, ce qui est commun. Quand on dit « aïe », quelqu'un qui souffre dans une langue, c'est une souffrance universelle. Même un Chinois, lorsqu'il voit un Palestinien souffrir, il va s'identifier à sa souffrance. Parce que sa souffrance, elle n'est pas arabe, elle n'est pas musulmane, elle est humaine. Et c'est vers ça, vers cette langue universelle qu'il faut aller. Merci Karim. D'ailleurs, cet oxymore me rappelle un autre qu'on a longtemps utilisé chez nos intellectuels algériens éradicateurs, rappelez-vous, ouais. L'arabo-bathisme. C'est ça. Non, l'islamo-bathisme. Sachant que les bathistes sont des athées par conviction, ouais. Et que les islamistes... Donc, un autre oxymore. Merci beaucoup Karim, en espérant vous recevoir plus souvent. Merci pour cette invitation. Merci pour ce livre que vous nous avez livré, en espérant que vous en écrirez bien d'autres. Avec plaisir. Et au plaisir de vous revoir. Merci Jamel. Merci Karim. Merci beaucoup. Merci à vous, chers amis. Bonne soirée.